Les instituteurs dans la rue, des manifestations dans toute la France pour réclamer l'abrogation du statut des maîtres directeurs. Les assurances automobiles bientôt plus chères, c'est la réponse des assureurs au dérapage des prix dans les garages. 4 ans après, l'Amérique retrouve sa coupe. Le bateau de Dennis Conner n'a fait que 4 bouchées du voilier australien. Ce mercredi 4 février, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mercredi marquait le temps fort du mouvement des instituteurs mobilisés contre le statut des maîtres directeurs. Après les grèves tournantes de ces derniers jours, les instituts avaient choisi la rue pour réclamer l'abrogation du décret signé par Jacques Chirac. Des manifestations dans toutes les grandes villes de France, à l'appel des principaux syndicats. La plus importante se déroulait à Paris, avec des chiffres qui hésitent entre 4 000 et 20 000 personnes selon les sources. Sur l'ambiance de cette manifestation, le reportage de Lorraine Cusin et Jean-Michel Mercurol. Un seul mot d'ordre, le retrait du décret. Une image rare, côte à côte, les états-majors des 3 principaux syndicats d'instituteurs. Ils représentent à eux 3 près de 70% des maîtres. Aujourd'hui, ils ont oublié leur rivalité traditionnelle pour s'engager en un même cortège dans une démarche unitaire. Je considère que lorsqu'un gouvernement veut imposer à une profession tout entière un texte qui recueille son hostilité et qui porte sur la façon de fonctionner et de faire son travail, c'est vraiment un gouvernement qui ne choisit pas la voie du dialogue. Monsieur Monory, à la mi-décembre, à l'issue du mouvement étudiant et lycéen, a indiqué qu'aucune décision importante ne serait prise dans ce ministère sans un consensus large. Nous estimons que le consensus existe, mais il s'agit d'un consensus à l'envers, d'un consensus d'hostilité, du refus. Et nous ne comprenons pas son entêtement. Pour notre part, nous pensons qu'il faut effectivement des directeurs d'école, mais à partir du moment où le ministre va instaurer l'arbitraire, faire en sorte que le recrutement des directeurs d'école puisse se faire à la tête du client, nous ne pouvons pas l'accepter et nous manifestons. L'enjouement des plus jeunes, moins syndiqués, ne les empêche pas de penser à la suite du mouvement. Demain, les grèves tournantes devraient s'amplifier. Les syndicats demandent à être reçus par le ministre pour renouer le dialogue. En attendant, rendez-vous a été pris pour une manifestation nationale à Paris le 11 février. Même spectacle en province avec une mobilisation tous azimuts, toujours sur le thème de l'abrogation. Plusieurs dizaines de milliers de personnes un peu partout. Des manifestations les plus importantes ont eu lieu à Rennes, Grenoble, Toulouse, Avignon et Bordeaux. Le mouvement devrait donc se poursuivre les jours prochains, toujours sous la forme de grève tournante. Aujourd'hui, Jacques Chirac a adressé une lettre aux responsables du syndicat national des instituteurs, le SNI, dans laquelle il défend l'idée du statut de maître directeur au nom d'une meilleure organisation de l'école. En tout cas, cette affaire illustre bien le malaise des instituteurs qui se posent des questions sur leur véritable rôle dans la société. Estelle Gouzy et Yves Breu ont rencontré tout à l'heure une institutrice de base, comme on dit, et vous allez le voir, les choses ont beaucoup changé depuis la grande époque des instituts. Ça, c'est ma première classe, en 1938, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Photo jaunie, souvenir de la grande époque, celle où le maître d'école se sentait important. Chez les Hébert, on est instituteur de père en fille, et bien conscient que les temps ont changé. J'étais devenu quelqu'un. Les instituteurs, dans leur grosse majorité, étaient issus des classes très, disons, même pas moyennes, en dessous de la moyenne. Vous voyez, les fils d'ouvriers, les fils de petits fonctionnaires. Et pour nos parents, devenir instituteur, c'était avoir acquis quelque chose d'important. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les instituteurs ont perdu cette considération ? Oh, je crois que c'est la société qui l'a voulu, le fait, bon, disons, l'instituteur est un fonctionnaire. Il est mal payé. Il est mal payé, donc, et puis il ne fallait pas qu'il se plaigne, il a des vacances. Et malgré ça, vous n'avez pas découragé votre fille de devenir institutrice? Ah non, là, ça, non, je ne l'ai pas découragée. D'autant plus qu'elle a eu un argument péremptoire quand elle était reçue à l'école normale. Je rentre à l'école normale parce que tu sais, si dans 3 ans, j'ai un diplôme supérieur et puis que je sois au chômage. Promotion sociale, vocation, prestige, des valeurs dont le cours a chuté avec le temps.
Tout a changé, à commencer par les maîtres eux-mêmes. Institutrice en maternelle depuis 5 ans, Claude ressent déjà le peu de cas que l'on fait d'elle. 4 ans d'études après le bac, pour 5 500 francs par mois. Est-ce que le salaire, c'est ça, le malaise des instituteurs? Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi un problème de reconnaissance au niveau de l'école. C'est-à-dire que les gens travaillent, on n'est pas forcément des gens productifs. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui, effectivement, n'avons pas à être rentables, mais que nous sommes dans une société qui voudrait qu'on soit rentable. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'école, mais qui ne savent pas forcément à l'extérieur. Et ça, effectivement, il faudrait que ce soit reconnu, il faudrait le faire savoir. Mais c'est aussi tout ce malaise-là. Vous avez le sentiment, d'une manière générale, que les gens ne font pas confiance aux instituteurs? De moins en moins, effectivement. Manque de considération, pauvre salaire. Aujourd'hui, les instituteurs ont l'impression de perdre l'un de leurs derniers privilèges, la liberté de choisir leur pédagogie. L'espoir se précise un peu pour les 10 médecins sans frontières enlevés en Somalie et détenus très probablement en Éthiopie. Ce ne serait maintenant plus qu'une question d'heure. Un avion affrété par le gouvernement français est parti pour Addis Abeba, mais un contretemps de dernière minute expliquerait le retard. Une chose en tout cas ne fait pas de doute, les discussions se poursuivent entre l'émissaire français et les rebelles somaliens. Sur place, le point avec Patrice Pellet qui suit l'affaire de Djibouti. Tôt ce matin, un avion décollait de la base aérienne de Djibouti, direction Addis Abeba en Éthiopie. Immédiatement ici, on a pensé que l'avion partait chercher les membres de l'équipe médicale. Et puis il y a moins de 2 heures, l'avion se posait sur la piste de Djibouti. Et là, surprise, stupéfaction, l'avion est vide. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, le rendez-vous a été manqué. Les membres de l'équipe médicale ne sont pas montés à bord. Et pourtant, ils étaient bel et bien attendus. Preuve que les négociations avec le mouvement national somalien posent encore et toujours quelques problèmes. En tout cas, ici, on garde espoir. Cette nuit ou demain matin, d'autres avions décolleront pour aller chercher quand et où il le faudra les membres de Médecins sans frontières. Toujours pas de nouvelles en revanche des otages détenus au Liban. Un seul point nouveau, un second détachement de Marines américains vient d'être déployé sur les bâtiments de la US Navy en Méditerranée, ce qui relance bien sûr les rumeurs sur une très hypothétique intervention militaire dans la région. À noter aussi que le gouvernement australien vient de conseiller à ses ressortissants de quitter le Liban. Moscou et Washington, de nouveau face à face dans la course au nucléaire. Hier, les Américains annonçaient un nouvel essai nucléaire, justement, ce qui met implicitement fin au gel des expériences du même type décidées depuis plus d'1 an par les Soviétiques. Nous voici donc revenus à la case départ dans une affaire où Washington n'a jamais vraiment cru à la bonne foi de Moscou. Georges Bortoli. 20 kilotonnes à 250 mètres de profondeur, cela donne une explosion invisible de la surface. Vous pouvez ouvrir les yeux, il n'y avait rien à voir hier au polygone du Nevada et pourtant cet essai nucléaire souterrain des Américains relance la course aux explosions nucléaires puisque les Soviétiques ont bien prévenu qu'à la première explosion, à la prochaine explosion américaine, ils reprenaient leurs explosions à eux et ce sera donc la fin de ce moratoire nucléaire que M. Gorbatchev a proclamé unilatéralement il y a 18 mois, un moratoire que les Américains n'ont pas suivi puisque pendant ces 18 mois, ils ont procédé à une bonne vingtaine de ces expériences, de ces explosions qui, disent les spécialistes, sont bien utiles pour mettre au point les armes de l'espace. Pourtant, malgré ce refus, aujourd'hui, l'URSS ne se presse pas d'annoncer officiellement la reprise de ces explosions à elle, peut-être parce que M. Gorbatchev va convoquer pour la fin de la semaine prochaine un grand forum sur le désarmement à Moscou et qu'il préfère attendre la fin de ce forum pour donner à ses militaires l'ordre qu'ils attendent vraiment, celui de reprendre leurs essais. L'Espagne, malade de son université avec de très violents affrontements de nouveau hier soir entre policiers et étudiants au cœur de Madrid. Toujours en cause la sélection et les droits d'entrée universitaire malgré de nouvelles propositions du ministre espagnol de l'Éducation. Commentaire de Daniel Lecomte. L'histoire d'un divorce entre les lycéens espagnols et le pouvoir en 2 images. Première image, la violence, hier soir devant la Chambre des députés à Madrid. 1 millier de lycéens s'opposent aux forces de l'ordre, pendant qu'à l'intérieur, le ministre de l'Éducation nationale explique sa politique devant ses pairs. Deuxième image, le dialogue impossible. C'est la veille, lundi.
quand les délégués du mouvement lycéen refusent en bloc les concessions proposées par José María Maraval, le ministre, des concessions jugées insuffisantes. Pomme de discorde d'un conflit que personne n'a vu venir, la sélection. D'un côté, les lycéens. Ils ne veulent à aucun prix d'examen d'entrée à l'université pour les bacheliers. De l'autre, le gouvernement qui accepte quelques amendements comme l'augmentation des bourses d'études ou la gratuité pour les familles défavorisées, mais refuse de céder sur le fond. Résultat, après 2 mois de malaise et d'affrontements de plus en plus violents, c'est l'impasse et de nouveau la parole à la rue. Grèves et marches de protestation sont prévues pour la semaine prochaine, une semaine délicate pour le gouvernement socialiste de Felipe González, qui subit là sa première véritable épreuve depuis son accession au pouvoir. Le dollar s'est refait une petite santé aujourd'hui à Paris en prenant 7 centimes. Il repasse au-dessus de la barre des 6 francs en cotant 6 francs 0,5 et des poussières. Les assurances automobiles bientôt plus chères en France, ce serait la conséquence des dérapages des prix dans la réparation automobile. Une double pénalité en quelque sorte pour les consommateurs que sont les automobilistes. Vous êtes ce soir en mesure de nous le confirmer, Philippe Sassier. Oui, dans les semaines ou les mois qui viennent, attendez-vous donc à voir votre assurance auto augmenter de 3 à 6 ou 7% selon les compagnies, certaines du reste pouvant décider de conserver leurs tarifs actuels qui sont, je vous le rappelle, désormais libres. 3 raisons principales à cette augmentation: le nombre des accidents qui s'était stabilisé progresse à nouveau, le coût de ces sinistres et surtout celui des accidents corporels a fortement augmenté l'an passé. Enfin, les factures de réparation auto se sont dans certains cas envolées. Selon les professionnels de l'assurance, la hausse moyenne de cette réparation varie de 14 à 15% en France, de 20 à 25% dans la région parisienne et on note des augmentations atteignant 40%. Vendredi prochain, après-demain, les assureurs ont décidé de contre-attaquer en annonçant notamment 5 mesures. 1. Mise à l'index des garagistes trop chers dont les noms devraient être publiés. 2. Consignes strictes données aux experts. 3. Mise en garde aux assurés, publication d'un guide de la réparation. 4. Refus de payer les factures excessives. 5. Enfin, développement des garages conventionnés. Cet exemple illustre parfaitement les problèmes que pose la libération des prix et les solutions qu'on peut y apporter. Il faut que la concurrence joue à plein entre les assureurs et aussi entre les garagistes. Mais après des décennies de blocage des prix, il nous faut redécouvrir les règles de cette liberté. Un sondage bien révélateur maintenant du climat politique. Il est réalisé par BVA pour l'hebdomadaire Paris Match et il nous apprend que François Mitterrand ne battrait plus Raymond Barre que d'1 point si le 2e tour des élections présidentielles se jouait aujourd'hui. Michel Rocard serait quant à lui battu par Raymond Barre et dans l'hypothèse d'un 2e tour face à Jacques Chirac, François Mitterrand, tout comme Michel Rocard, battrait l'actuel Premier ministre. Jacques Dolbois, remplacé par Pierre Richard à la tête du service de coopération internationale de la police. Une mesure prise alors que le contrôleur général Delbois est inculpé dans l'affaire du vrai-faux passeport remis à Yves Chalier. M. Delbois devient conseiller à la direction générale de la police nationale. Marseille, peut-être bientôt à 4h30 de train de Paris, une retombée spectaculaire du choix de la Savoie pour les Jeux Olympiques d'hiver, puisque de ce fait, le TGV devrait être prolongé jusque dans la Drôme avant de se retrouver sur la côte. Explication de Philippe Dumez. Si les TGV nous transportent actuellement de Paris à Marseille et même plus loin, ils ne roulent très vite que jusqu'à Lyon. Pour rouler à 300 km/h jusqu'à la Méditerranée, il faudrait prolonger la voie nouvelle. La SNCF a déjà étudié une ligne qui passerait à l'est de Lyon pour rejoindre dans un premier temps la ville de Valence. Le trajet durerait alors 2h25 minutes. En fait, ce projet qui n'est pas inscrit au budget de la SNCF est fortement soutenu par les élus de la région Rhône-Alpes. Ils voudraient profiter des Jeux Olympiques d'Albertville pour obtenir une aide du gouvernement. D'un côté, la prolongation du TGV Sud-Est sera une concurrence sévère pour les lignes aériennes intérieures, mais en s'arrêtant à l'aéroport de Lyon-Satolas, le train sera aussi un complément du trafic international. Ensuite, cette nouvelle ligne mettra Paris à 2h50 de Grenoble et de Chambéry, ce qui sera apprécié au moment des Jeux Olympiques. Une seule ombre au tableau, la prolongation de la ligne nouvelle jusqu'à Valence coûtera environ 4,5 milliards de francs.
Et le bonheur pour Air Inter, malgré la concurrence des trains à grande vitesse, la compagnie intérieure annonce une hausse de 79% de son bénéfice par rapport à l'année passée, donc 86 sur 85. Un jeune homme de 26 ans est mort il y a un mois dans des conditions étranges. Nasser Hamoudi était algérien. Il était malade après avoir été toxicomane. On l'a retrouvé agonisant au lendemain d'une garde à vue de 48 heures dans un commissariat de Noisy-le-Sec où il avait été emmené après un vol à l'étalage. Une histoire compliquée qui illustre bien, et nous l'avons choisi pour cela, la difficulté de connaître la réalité des faits et la part des idées toutes faites. Enquête d'Isabelle Bechler et de Jean-Claude Delatremblay. Nasser Hamoudi n'a pas atteint ses 27 ans. Le 7 janvier dernier, on l'a retrouvé mourant au 3e étage d'une tour des Lilas. Les circonstances de sa mort sont apparemment sans mystère, sordides. Sa vie s'est arrêtée dans un local de vide ordures. On a tout de suite fait appel aux pompiers, ils ont fait tout le nécessaire. Et puis dans les un quart d'heure, 20 minutes qui a suivi, il a commencé à devenir noir, il était décédé. Il y avait une seringue à côté de lui, il avait le nécessaire. Hein. Il y avait sa seringue, il y avait sa petite cuillère, ce qu'on trouve habituellement. Hein. Là, la famille Hamoudi proteste. Certes, Nasser n'était pas un enfant de cœur, il venait de passer 48 heures au poste pour vol à la tire. Mais pour ses sœurs, il s'était désintoxiqué depuis plus d'1 an. S'il retouchait à l'héroïne, ça pourrait être fatal pour lui. Donc on est certain qu'il n'a pas retouché à l'héroïne. Est-ce que vous êtes certaine qu'il n'ait pas pu le faire volontairement? Non. S'il l'a fait volontairement, ce sera la suite des coups qu'il a pris et l'état de déprime pendant 2 jours dans un commissariat. Au-delà de la mort de Nasser, la famille Hamoudi ne veut pas laisser passer les brutalités dont elle affirme avoir été témoin et victime dans le commissariat. J'ai décidé de rentrer dans ce commissariat au moment où j'ai entendu mon frère crier. Au moment où je l'ai entendu m'appeler et me dire: Dalila, appelle un médecin. Ils m'ont tapé, appelle un médecin. Et pendant que je parlais avec le brigadier, mon frère avait pris son t-shirt pour faire une strangulation. À ce moment-là, j'ai demandé à la police d'intervenir. Ils sont intervenus dans la cellule et ils ont voulu lui enlever le lien, mais avec une façon de faire qui n'était pas du tout normale, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a pris par les cheveux, qui lui a cogné la tête au mur, l'autre qui lui a donné des coups. Et c'est à ce moment-là que ça n'a plus été entre nous. Et des insultes raciales, enfin il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits dans le commissariat. Par exemple vous n'êtes pas chez vous, vous commencez à nous faire chier, on en a marre de vous, on vous a assez supporté, de toute façon qui crève. C'était des mots comme ça. Dalila et sa mère ont aussi pris des coups constatés par certificat médical. Au commissariat de Noisy-le-Sec, les policiers, eux, affirment, mais pas devant la caméra, qu'ils n'ont pas touché un cheveu de Nasser. L'autopsie dira s'il y a eu coup, s'ils auraient seuls pu entraîner la mort ou y contribuer, ou si le jeune homme est mort d'une overdose. La splendide victoire du voilier américain Stars and Stripes dans la Coupe de l'América. Il n'y avait plus guère de suspense, il restait une seule manche à Dennis Conner et à son équipage pour récupérer le trophée, mais une manche admirable face aux Australiens qui l'a proprement mystifié. Thierry Blanco. Finale sans bavure pour Dennis Conner et ses 10 membres d'équipage. Toute la puissance de Stars and Stripes utilisée dès le départ. 5 secondes d'avance sur Kookaburra 3 et aucune chance pour les Australiens de revenir. Tout juste accroché par vent arrière, Stars and Stripes ne sera jamais inquiété. De plus en plus rapide au fil des bords, Dennis Conner compte 3 longueurs d'avance après seulement 12 minutes de course. Plus de risque à prendre pour le skipper américain, 1 minute 59 secondes d'avance sur Ian Murray à l'arrivée. 3 ans d'attente pour une belle revanche, Conner réhabilité après sa défaite en 83 dans cette même finale contre Australia 2 à Newport. Cela valait bien un peu de champagne et les encouragements d'une centaine d'Américains présents à Perth. Rude bataille pour s'approprier un trophée à mi-chemin de la théière et du narguilé. La plus belle coupe, en tout cas pour un équipage et pour un pays. Cette coupe de l'América va maintenant prendre le chemin de la Californie, puisque New York avait proprement jeté Dennis Conner lorsqu'il avait perdu cette coupe il y a 4 ans. La Californie qui avait pris la suite et qui vibrait aujourd'hui, alors que les voiliers de la finale étaient bord à bord. De San Diego, le témoignage de notre envoyé spécial, Claude Gagnère.
Jamais je n'aurais su que la course était finie et encore moins bien sûr qu'il avait gagné sans ce formidable hurlement poussé par les 800 membres du Yacht Club de San Diego en Californie qui tout simplement regardaient la télévision. Dans ce tohu-bohu, nous ne la verrons nous pratiquement jamais, ce sera sans importance. Regardez cet enthousiasme, cette population qui vibre sera bien suffisant. À l'évidence, Denny Conner, l'enfant du pays, venait de gagner. En fait, ce n'est pas que Denny Conner qui l'a emporté, mais bien avec lui le Yacht Club de San Diego. En 1983, lorsque ce même Denny Conner laissait échapper pour la première fois en 132 ans la coupe à des étrangers, d'abord on le traitait de loser, de perdant. Ensuite, le Yacht Club de New York lui refusait la possibilité de prendre sa revanche. C'est San Diego qui la lui offrait. Cette petite ville à la frontière mexicaine où l'on fait des courses de bateaux depuis 100 ans, la ville en a à peine plus, et certains marins à peine moins. Relevait le défi, créait une fondation, soutirait de l'argent à tous les hommes d'affaires de la ville et demandait à Denny Conner de ramener la coupe en Amérique. Toute la ville participait à la levée des fonds, plus d'1 million de francs, y compris avec des t-shirts, des casquettes et une chanson. Alors cette victoire est à eux. À chaque fois que Stars and Stripes passe une bouée, l'ensemble du public hurle les secondes d'avance qui le séparent de l'Australien Kookaburra. À l'arrivée, il y aura 1 minute 59 secondes. Les Américains ont récupéré l'America Cup, aussi précieuse à leurs yeux que la Statue de la Liberté. Voilà, la coupe revient à ceux qui ont toujours pensé qu'elle leur appartenait, c'est-à-dire aux Américains. Maintenant, la question, qui organisera la course dans 4 ans? Nous, ils disent évidemment les membres du club de San Diego qui sans doute l'ont bien mérité. Seulement ici, il n'y a pas de vent et beaucoup d'algues. Mais c'est une autre histoire. Une histoire à laquelle participeront les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Français bien sûr, mais aussi d'autres candidats aujourd'hui déclarés, les Suédois, les Suisses, les Japonais. Une bien grande histoire. C'était Claude Guenière pour Antenne 2 à San Diego. Le Suisse Pirmin Zurbriggen, doré sur tranche avec une nouvelle médaille d'or aujourd'hui dans le slalom géant messieurs de Crans-Montana. Zurbriggen, nouveau prodige du ski qui coiffe au poteau l'autre grand du moment, l'Austro-Luxembourgeois Marc Girardelli. Patrick Montel pour le commentaire. 4 médailles pour 4 courses. Le Suisse Pirmin Zurbriggen accentue encore sa domination dans les championnats du monde. Bilan provisoire, 2 médailles d'argent et une 2e médaille d'or aujourd'hui dans le slalom géant. La plus belle sans doute. D'abord parce qu'aujourd'hui Zurbriggen fête ses 24 ans. Ensuite parce que le meilleur skieur du monde aurait logiquement dû se contenter de la 2e place. Son compatriote Joël Gaspose l'avait devancé dans la première manche et dominé dans la seconde jusqu'à ce qu'il chute à 50 mètres de la ligne d'arrivée. Gaspose éliminé, personne ne pouvait alors espérer rivaliser avec Zurbriggen sur une piste très molle. Sauf peut-être le luxembourgeois Girardelli qui ne concède que 7 centièmes sur l'ensemble des 2 manches. Quant au premier français, Tavernier, il ne termine que 19e à plus de 5 secondes du roi Pirmin. Un quartet demain à Vincennes, il y a 18 partants, voici les pronostics de Pierrette Bresse. Elle vous suggère de jouer le 10, le 8, l'As, le 4, le 3, le 11, le 6 et le 5. Le rêve de chacun d'entre nous, découvrir un trésor dans un grenier, c'est l'histoire que nous racontent maintenant Roland Sicard et Pascal Pueyo. Il y est question d'une toile, d'un poulailler et d'une oreille coupée. Voici tout de suite la réponse de ce rébut. Une croûte exécutée par un vulgaire barbouilleur. C'est du moins ce que pensa le docteur Rey lorsqu'il découvrit son portrait en 1889. Jeune interne à l'hôpital, il avait soigné un garçon un peu bizarre qui avait eu l'étrange idée de se trancher l'oreille. Le malade prétend savoir manier le pinceau. Il décide de brosser le portrait de son sauveur. L'affaire se passe à Arles. Le vulgaire barbouilleur se nomme Vincent Van Gogh. On lui a dit, ça va bien, tu me feras mon portrait. Il le lui a fait, il a donné à mon père et qu'il a porté à la maison. Alors ma grand-mère a poussé des cris terribles lorsqu'elle a vu ça. Elle lui a dit, mais je ne veux pas ça chez moi. Fais ça ce que tu voudras, mais je ne veux pas ça dans la maison. Alors, il possédait un petit cabanon, un mazet qu'on appelait ici, qu'on appelle toujours ici à Arles d'ailleurs. Et là, ma grand-mère l'a mis pour faire peur, soi-disant, aux cambrioleurs éventuels. Bon. Puis, lorsqu'ils ont loué le petit mazet, ils ont évacué tous les meubles et ils ont rapporté la toile, quoi. Ils ont rapporté la toile et ma grand-mère l'a utilisée pour boucher un trou du poulailler.
À la décharge du docteur Rey, il faut dire d'une part que le portrait n'était pas très ressemblant et d'autre part qu'il était loin d'être le seul à s'interroger sur le talent de Van Gogh. Les Arlésiens signèrent même une pétition exigeant purement et simplement l'expulsion de ce voisin un peu trop encombrant. En fait, le chef-d'œuvre attendra plus de 10 ans dans le poulailler avant qu'un amateur averti ne se décide à le racheter. Le soir, autour de la lampe de famille, chez Docteur Ray, le père dit, moi, j'en donnerai pas 5 francs. La mère dit, moi, écoute, pourvu que, avec le prix de ce tableau, tu puisses m'acheter une très belle suspension pour la salle à manger, ça me suffira. Alors, tu te débrouilles. Et le docteur est excédé, il n'aime pas trop ses problèmes d'argent, il avait d'autres difficultés, d'autres problèmes, d'autres questions à résoudre. Il dit, puisqu'on m'en donne 50 francs, moi je mets un 3 devant et je demande 350 francs. Douée d'un grand sens pratique, Madame Rey exigea, outre les 350 francs, que le portrait soit remplacé par un carton pour reboucher le trou du poulailler. Un portrait qui fut vendu quelques années plus tard au musée Pouchkine de Moscou pour 4,5 millions de francs. Vous avez un grenier aussi, Brigitte, chez vous, pour fouiller. Cela donne envie effectivement d'aller y passer quelques heures, mais je n'ai pas de poulailler. Alors le rêve s'évanouit. Notre météo... Météo à l'huile, météo à l'eau? Météo dangereuse en tout cas, météo dangereuse car elle a la vue basse et pour nous cela se traduit par une mauvaise visibilité. Et oui, les brouillards séviront encore cette nuit partout et en certains endroits ils ne nous permettront pas de voir au-delà de 30 mètres. Alors attention, les brouillards nous en reparlerons encore demain matin, puis demain après-midi c'est ce que nous allons voir sur la carte. Ils persisteront, c'est vrai, sur le quart nord-est, mais de toutes petites éclaircies commenceront à apparaître sur le sud du bassin parisien jusqu'au centre et au Pays de la Loire. Le soleil sera beaucoup plus généreux sur le quart sud-ouest ainsi que sur le golfe du Lion, tandis que les nuages donneront encore de faibles pluies sur la Côte d'Azur et la Corse et qu'une nouvelle perturbation atterrira en fin de matinée sur les côtes de la Manche et de la Bretagne. La compensation, ce sont les températures presque douces pour la saison. Elles iront de 2 degrés à Mulhouse jusqu'à 10 à Brest et de 6 à 15 degrés sur la moitié nord. 6 à Grenoble, 15 à Ajaccio. Demain, ce sera le jeudi 5 février, 3 minutes de soleil en plus. Il se lèvera à 8h17, se couchera à 17h52 et ce sera la Sainte Agathe. Et maintenant, vous allez vous retourner, Brigitte, parce que derrière vous, vous allez voir le studio d'Antenne 2 à Monte-Carlo avec Patrice Laffont, car ce soir, c'est la finale des chiffres et des lettres, une finale très attendue, donc en direct de Monte-Carlo. Patrice, à vos côtés, les deux candidats, donc les deux finalistes. Absolument, Bernard. À ma droite, M. Quesada, et à ma gauche, M. Henrion. Je vous les livre, si vous voulez, mais ils sont un petit peu, quand même, nerveux. Hein. Alors, à quoi pense-t-on exactement à ce moment précis? Un mot? Je suis content de jouer. Simplement, il est très concentré apparemment. Oui. Quelle que soit l'issue de ce match, pour moi, c'est un must d'être ici. Ah bah écoutez, c'est un must formidable. On vous laisse vous concentrer. Merci Patrice, on vous retrouve dans 5 petites minutes, juste après la réclame. Le temps de vous dire que le dernier journal sera ce soir avec Philippe Arroir aux environs de 23h15. Bonsoir, à demain 20h.